Salut à tous et bienvenue sur Valépel l'Orcana FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre sur la miniature pour un petit tuto sur l'encre au global qui va plutôt parler aux gens qui débutent l'Orcana, qui débutent les TCG, donc les jeux de cartes. Si jamais voilà, vous êtes quelqu'un qui a déjà un peu roulé sa bosse, là on va avoir des notions plutôt basiques, quoique ce sont des notions qui s'appliquent surtout à l'Orcana. Donc même si vous avez déjà pas mal joué à d'autres jeux de cartes, peut-être que vous allez apprendre 2-3 choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner surtout si cette vidéo vous a été utile ou si vous l'avez tout simplement appréciée, et à la partager à vos collègues qui souhaiteraient se mettre à l'Orcana pour avoir des notions un petit peu plus avancées et mieux comprendre comment fonctionne ce merveilleux jeu. Dans cette vidéo, on va parler du coup de l'encre, donc on va parler du mulligan, comment choisir ou pas les cartes que l'on garde pas, ça passe beaucoup par l'encre du coup. On va parler de comment ancrer, donc quelle carte ancrer ou pas, du ratio d'encre, donc de cartes ancrables, non ancrables qu'on va avoir dans nos decks, ainsi que quand s'arrêter d'ancrer, petite rubrique de fin, même si c'est assez simple pour la plupart des gens, je vais expliciter avec quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Du coup, qu'est-ce que l'encre déjà? Si jamais vous tombez sur cette vidéo un peu par hasard, c'est simplement l'énergie qu'il y a dans le jeu l'Orcana, avec lesquels on peut lancer nos actions, nos personnages, nos objets, nos chansons, etc. On se sert de l'encre et les cartes peuvent être utilisées, transformées en encre, qui va nous donner du coup une encre par tour, pour chaque carte qu'on a décidé d'ancrer. On peut ancrer une carte par tour, et il y a des cartes qu'on ne peut pas ancrer, qui elles du coup seront forcément des cartes jouables. On commence par le mulligan. Alors le mulligan, qu'est-ce que c'est? Au début d'une partie de l'Orcana, on peut décider qu'une partie des cartes de notre main, on ne les aime pas, on ne les veut pas, hop, on les met de côté, on pioche autant de cartes qu'on a mis de côté. Donc par exemple, j'ai pioché mes 7 cartes de départ, il y en a 3 que j'aime pas, je voudrais autre chose, j'en mets 3 de côté, j'en pioche 3 autres, puis je mélange mon deck, et ensuite la partie commence. On peut le faire une seule fois, donc il faut bien choisir les cartes qu'on va jeter, qu'on va garder. Et je pense que c'est important d'expliciter la notion de mulligan, notamment de vous donner des axes de compréhension de comment on mulligan traditionnellement, même si chaque deck va avoir une technique un petit peu différente, mais voilà, comme ça vous donnera des informations un peu basiques pour que vous pourrez appliquer du coup à toutes vos parties. On va chercher à tout prix du coup on va chercher nos cartes de début de partie tant qu'on ne sait pas ce que l'adversaire joue. Donc vous faites une première partie, surtout si vous jouez sur le pixel board, vous jouez essentiellement contre des gens en une seule partie où vous ne savez pas ce qu'ils jouent. Donc vu que vous ne savez pas ce qu'ils jouent, vous cherchez que des cartes qui peuvent être jouées au début. Si ce sont des cartes qui se jouent à la fin de la partie, qui sont super fortes et tout, ça par contre, ça ne nous intéresse pas. Au début, on cherche que ce qui vaut pas cher, donc pas cher, c'est-à-dire 1, 2 et 3, voire 4, mais on se concentre plutôt sur les cartes qui valent 1, 2 et 3. Faites attention d'ailleurs à ce que l'adversaire va ancrer, c'est important pour la prise d'information. Ce sont des cartes qu'il ne va pas vous jouer dans la partie, en tout cas il en jouera moins. S'il ancre des fées clochettes, il a moins de fées clochettes à jouer par exemple, qui est une carte très puissante, et ça vous donne accès à des couleurs. Des fois il va jouer que des cartes grises, mais il aura ancré des cartes rouges, donc vous savez qu'il joue également du rouge, évidemment. Petite notion basique, mais je le rappelle. Garder des cartes puissantes du coup pendant votre mulligan, mais cher, ça équivaut à une carte morte pendant plusieurs tours ou qui sera une encre. Donc en fait, si vous gardez une carte que vous dites ah elle est forte et tout, mais j'aime bien la jouer machin, au bout d'un moment, vous allez devoir l'ancrer parce que vous ne pouvez pas la jouer parce qu'elle vaut trop cher, ou alors elle vous aura servi à rien parce que c'est quelque chose qui valait 7, 8 encres, et l'adversaire vous a attaqué, a loré avec ses créatures, et du coup, vous ne pouvez plus vous en servir, vous devez en servir comme une encre parce que vous n'avez pas le temps. Donc ça, c'est une carte qui n'a pas servi à grand chose et que vous n'avez pas ancré dès le début. On ne garde quasiment jamais des cartes non ancrables dans sa main qui coûtent plus de 3. Pourquoi? Parce que si on souhaite utiliser 2 cartes par tour, donc c'est ce qu'on veut faire en général dans l'Orcana, quand je dis utiliser 2 cartes par tour, c'est ancrer une carte et jouer une carte, parce que du coup ça vous utilise 2 cartes par tour de faire ça. Vous allez vite vous retrouver en fait à devoir forcément ancrer vos cartes ancrables au détriment des cartes non ancrables sans avoir le choix. Quand il vous reste au tour 4, au tour 5 que des cartes non ancrables et une carte ancrable, vous êtes obligé d'ancrer votre carte ancrable puisque c'est la seule qui peut l'être, alors que peut-être vous auriez aimé jouer cette carte et vous vous retrouvez à devoir uniquement jouer vos cartes non ancrables. Suivant la situation, suivant votre deck, vous pouvez vous retrouver un petit peu coincé, et ça passe par le mulligan. Si jamais vous n'avez pas de chance en plus de ça, vous avez gardé beaucoup de cartes non ancrables et vous avez pioché d'autres cartes non ancrables, vous pouvez ne plus pouvoir ancrer, et là c'est très compliqué dans un jeu comme l'Orcana si votre adversaire continue d'ancrer alors que vous non. Certes, vous avez plus de cartes actives, vous pouvez jouer plus de cartes, mais en fait
C'est un retard, c'est quelque chose que vous apprendrez au fur et à mesure que vous jouez Arcana. C'est un retard que vous prenez dans la partie et qui va se payer plus tard. Si on est discipliné au mulligan, discipliné, c'est-à-dire qu'on on écoute les conseils qu'il y a dans cette vidéo, on fait en général ce qu'on doit faire et on garde pas une carte parce qu'on l'aime bien, parce qu'elle est forte, parce qu'elle nous a fait gagner, parce que c'est une carte fétiche, il y a de grandes chances qu'on puisse ancrer les 5-6 premiers tours sans souci, et du coup, jouer des cartes pendant les 5-6 premiers tours sans souci. Et au-delà de ça, ça va un petit peu dépendre de ce qu'on pioche, de ce qu'on doit garder, de ce qu'on doit jouer en fonction de ce que fait l'adversaire, évidemment. On priorise toujours jouer des cartes par rapport à ce que fait l'adversaire plutôt que d'ancrer des cartes. Voilà, si jamais on a vraiment besoin d'une carte, on va la jouer, quitte à passer un tour d'encre, mais voilà, si le deck est bien construit, si on a bien mulligan et qu'on n'a pas non plus pioché à l'envers, normalement ça devrait bien se passer. Suivant le ratio de cartes non ancrables, une notion qu'on verra un petit peu plus tard, on peut considérer garder des non ancrables qui coûtent moyennement cher, donc je dirais jusqu'à 4 ou 5 dans notre main de départ, mais évitez en général. Il y a des decks qui ont envie de faire ça, d'autres non. Si jamais vous débutez, si jamais voilà, vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas en général. Gardez des cartes non ancrables qui coûtent 1, 2 ou 3 dans votre main, mais peu. Et vu que quand vous enlevez des cartes de votre main, par exemple vous avez donc vos 7 cartes en main de départ, tout est ancrable. Mais il y a des trucs qui valent cher, donc vous dites non, ça je ne le veux pas, je vais aller chercher mes cartes de début de partie. Point qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe du coup si jamais vous jetez tous vos trucs qui coûtent cher et que vous vous retrouvez avec plein de cartes non ancrables, là vous êtes un petit peu coincé. Donc attention à ça. Si jamais vous avez pas mal de non ancrables dans votre deck et que vous jetez pas mal d'ancrables, vous risquez de trouver vos non ancrables. Donc voilà, faut un petit peu savoir comment il fait son deck pour prendre ce genre de décision. Mais voilà, garder des cartes non ancrables qui coûtent 2, 3, c'est des cartes qu'on va jouer, ou 1, qu'on va jouer dès le début de partie, donc ça gêne pas. C'est des cartes qui normalement seraient pas rentrées dans l'équation de est-ce que je dois ancrer cette carte ou pas. Jeter ou non les cartes, du coup, je vous précise que il faut pas avoir peur de garder une main qui vous paraît bien. Vous piochez cette carte, elles ont l'air bien. Il y a des cartes qui coûtent 1, 2 et 3. Elles sont toutes ancrables. Il y a des doublons, mais c'est pas grave, parce que les doublons, on verra plus tard, ça sert aussi à ancrer justement. Vous n'ayez pas peur de garder cette main. C'est pas parce que vous avez l'option de mulligan, quand on vous donne cette option, qu'il faut la prendre nécessairement. Ça m'arrive de garder une main telle qu'elle, ou de juste jeter une carte, parce que elle est un petit peu chère, j'en ai un doublon, j'aimerais avoir une autre carte qui fait autre chose. À l'inverse, faut pas avoir peur de jeter des cartes qui sont bien, qui ont l'air puissantes. Si vous ne pouvez pas aligner correctement encre et cartes jouables en début de partie, ça vous coûtera la partie. Même si vous avez des super cartes à la fin, faut arriver jusqu'à cette fin de la partie, ou ce milieu de partie, si vous n'y arrivez pas, parce que vous avez gardé votre main bizarre au début de la game. Ça s'est joué dès le début. La partie n'avait pas commencé, vous avez déjà pris une mauvaise décision, et malheureusement, ça vous a coûté la partie, ou en tout cas, ça vous a mis en difficulté. Si vous jouez en best of 3, donc au meilleur des 3 manches, ce qui est le cas dans la plupart des tournois, pour la game 2 et 3, vous savez ce que votre adversaire joue, puisque vous avez déjà fait une partie contre lui. Donc vous pouvez considérer garder des cartes puissantes contre le deck adverse, même si ça va à l'encontre des règles qu'on a vues précédemment. Une carte comme Tuons la bête, par exemple, donc la carte qui pour 5 ancre met 2 points de dégâts à toutes les créatures adverses et qui est une chanson, elle ne s'ancre pas. Donc normalement, si on applique ce qu'on a dit avant, ça s'ancre pas, ça coûte un peu cher, ça coûte plus de 3, donc ça coûte 5 en l'occurrence. On n'a pas trop envie de la garder. Certes, c'est une chanson, ça peut se jouer avec des créatures comme Ariel, notamment dans les decks qui jouent Tuons la bête, mais mis à part ça, je prends juste ça comme exemple parce que c'est une carte qui est beaucoup jouée, c'est pas une carte qu'on veut forcément garder dans notre main de départ. Du coup, si jamais on la garde pas et qu'on la vire, on applique les règles du mulligan classique, c'est pas mal. Mais on sait que l'adversaire, il a plein de créatures qui ont 2 ou 3 de force, 2 ou 3 d'endurance, 2 ou 3 points de vie, et du coup, notre sort Tuons la bête, il est hyper fort contre lui. Vu qu'on sait qu'il fait ça, c'est plus pertinent de le garder puisqu'on sait que cette carte va être forte contre lui. Alors que si on la garde tout le temps en se disant « Oh, la carte elle est trop forte » et que vous jouez contre un deck comme Ruby Améthyste, qui est un deck contrôle qui joue très peu de petites créatures mais beaucoup de grosses créatures, dans ce cas-là, votre Tuons la bête il est nul. Et du coup, comme il n'est pas ancrable, il est coincé dans votre main, c'est comme si vous avez commencé la partie avec une carte de moins dans votre main, donc c'est pas ouf. Vous pouvez quand même vous en servir, recycler, etc. Mais en général, voilà, c'est quelque chose qu'on va pas faire quand on ne connaît pas le deck adverse. Dernière chose pour le mulligan, petite astuce, visualisez ce que veut faire votre deck.
vous avez un deck, vous l'avez monté vous avez pris la liste sur internet, peu importe, mais vous avez une idée de ce que veut faire le deck. Rubis Améthyste, il veut jouer des petites interactions, des petites créatures en début de partie pour tuer les créatures adverses, tuer les personnages adverses, puis milieu de partie, on a des sorts qui permettent de faire le ménage, puis fin de partie, on a des gros personnages qui vont permettre de gagner la partie très rapidement. C'est ce que veut faire Rubis Améthyste. On regarde notre main, est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'elle fait ce qu'on veut faire? C'est-à-dire le début de partie, le milieu de partie, est-ce qu'elle a des sorts qui vont détruire les créatures? Est-ce qu'elle a des cartes comme Sergent Tibbs pour aller chercher les créatures de début ou comme le hibou, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui paraît que Sergent Tibbs de 2 pour 1. Est-ce qu'on a ça dans notre main? Non, on l'a pas. On jette les cartes? Oui, on peut garder ces cartes-là. Jeter systématiquement les cartes qui ne permettent pas de faire ce que veut faire votre deck, en tout cas au début, voire milieu de partie. Je prends l'exemple d'Émeraude Améthyste, deck que j'ai pas mal joué, que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne en VOD. C'est un deck qui a envie de l'aurer très vite. Qu'est-ce qu'il veut faire ce deck typiquement? Il veut curver, c'est-à-dire, vous pouvez aller voir la vidéo de Val d'ailleurs, qui explique un peu le vocabulaire si jamais vous ne comprenez pas certains mots. Il veut curver, donc jouer une créature tous les tours, donc une créature au tour 1, au tour 2 une créature à 2, au tour 3 une créature à 3, etc. D'où l'importance d'ancrer tous les tours. Et en curvant, du coup, on veut arriver jusqu'à Cusco ou Chapelier, qui sont à peu près la même carte, donc des créatures, des personnages qui coûtent 5 et qui leur pour 3. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire créature, 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 Cusco ou Chapelier, et on n'est pas très loin de gagner si ça s'est bien passé. La pioche, il y en a pas mal, il y a au moins 8 cartes qui permettent de piocher dans le deck. Typiquement, ça passe au second plan. Mes amis de l'au-delà qui permettent de piocher 2 cartes pour 3, ou Maléfique qui permettent de piocher une carte pour 3 également. Ça, c'est des trucs qu'on va ancrer ou bazarder au mulligan parce que c'est pas ce qu'on veut faire. C'est pas dérangeant si on l'a en main de départ, mais on l'a en main de départ parce qu'on a jeté une carte et qu'on l'a pioché, pas parce qu'on l'a gardée. Essentiellement, ce sont des cartes, quand on ne sait pas ce que fait l'adversaire, qu'on veut pas, on veut des créatures, on veut des Flynn Rider, on veut des Cheshire Cat, on veut Chapelier Fou ou Cusco. Et d'ailleurs, comme Cusco c'est très important dans le deck, on peut considérer, si on a plein de cartes ancrables à côté, dans ce deck-là, garder un Cusco. Il coûte 5 et non ancrable, mais c'est le but du deck, c'est ce que veut faire le deck, et on a très envie de jouer un Cusco au tour 5, donc on peut considérer en garder un. On préfère garder un Chapelier, pourquoi? C'est un peu moins fort que Cusco, mais ça s'ancre. Donc si jamais ça tourne mal et qu'on a besoin de jouer d'autres cartes, on pourra ancrer le Chapelier Fou. On cherche à faire du lore à fond avec ce deck-là, donc tout ce qui est non ancrable, ça dégage. Voilà, ça c'est comment moi je mulligan avec Émeraude Améthyste. Évidemment, suivant l'adversaire, suivant ce qu'il joue, je vais changer ma façon de mulligan, mais la base, on va dire, c'est comme ça, et c'est uniquement sur je veux faire quoi tout seul, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ça tour 1, ça tour 2, ça tour 3, idéalement, je cherche à faire ça. Et si jamais je fais un truc qui est pas trop loin de ça, je vais pas non plus être trop dur, je vais pas jeter des cartes juste pour essayer de faire ça, parce que je risque de, à vouloir faire mieux, faire moins bien. Mais si jamais je juge trop loin de ce que je veux faire avec le deck, je vais mulligan ma main. Voilà, jamais les 7 cartes, hein, c'est très rare, mais en général, je vais quand même mulligan pas mal de cartes si ça ne correspond pas à ce que je veux faire exactement avec mon deck. On passe ensuite sur quoi ancrer ou comment ancrer. On va généralement ancrer les doublons, tout simplement, et les cartes chères au début pour pouvoir curver. Donc on le disait juste avant, les doublons, c'est-à-dire vous avez 2 Olaf, vous ancrez un Olaf, vous en servez pour jouer votre autre Olaf. Vous n'avez pas envie de jouer beaucoup de créatures qui coûtent 1 en général, donc en fait toutes vos créatures qui coûtent 1, elles ne servent qu'à jouer une de vos créatures qui coûte 1. Pareil pour les créatures à 2, pareil pour la créature à 3, et à partir du tour 4-5, là c'est là où on a envie de plutôt jouer plusieurs fois les mêmes cartes, parce que ce sont des cartes qui sont plus puissantes, mais jamais au détriment de ancrer tous les tours pour jouer des cartes. Donc, pareil, les doublons, on va les ancrer. Et les cartes chères, en fait, au début, jusqu'à ce qu'on arrive, par exemple, au tour 5-6, elles ne servent à rien. Ce sont des cartes qui ne servent à rien dans votre main jusqu'à ce que vous soyez à ces tours-là, excepté les chansons, évidemment, que vous pouvez chanter avec d'autres personnages, comme Ariel, mais ça, c'est une catégorie à part. Tout ce qui coûte 5 et plus, je dirais, sont des cartes qu'on n'a pas forcément envie de garder, qu'on a envie de mettre en encre, quitte à ce qu'on arrive au tour 5-6 et qu'on n'ait pas de cartes puissantes, c'est pas grave, si ça vous a permis de jouer votre tour 1 au tour 1, votre tour 2 au tour 2, etc., c'est plus intéressant. Si on a plusieurs tours 2, 3, 4, par exemple, je vais prendre l'exemple encore de Émeraude Améthyste, dans ma main j'ai Jasper qui coûte 3, j'ai Cheshire Cat qui coûte 3, et j'ai aussi un sort de pioche qui coûte 3, mes amis de l'au-delà. Qu'est-ce que je vais faire? On peut dire, ah mais c'est 3 bonnes cartes, j'ai envie de les garder. Eh bien non, on va utiliser les autres tours 3 pour en jouer un
Donc par exemple, j'ai très envie, je sais pas ce que joue mon adversaire, j'ai envie de jouer Cheshire Cat, donc Jasper ça va être une encre, et suivant le reste de ma main, le sort qui me permet de piocher, ce sera certainement une encre aussi. Ce sera peut-être pas une encre pour le tour 3, ce sera peut-être une encre pour le tour 4 pour garder un Hans, une fée clochette, ce genre de truc, mais c'est comme ça que je vais réfléchir, que je vais ancrer. En fait, on va jouer que un de chaque, parce que le plus fort au tour 3, c'est de jouer un tour 3, et au tour 4, le plus fort, bah, c'est pas de jouer un autre tour 3, c'est de jouer un tour 4. Donc ça sert à rien d'avoir plein de tours 3 dans ta main, tu veux d'abord jouer ton tour 3 au tour 3, etc. Et c'est là où c'est le plus fort, c'est en utilisant le mieux ton encre que tu auras plus de chances de l'emporter. Après, à voir suivant la situation, suivant le deck adverse, etc. Si jamais au tour 4, vous avez par exemple contre un deck qui joue tuons la bête, un deck acier, c'est pas très intelligent de jouer des trucs qui ont 3 de force, enfin 3 de points de vie ou moins au tour 4, parce que ça va mourir sur tuons la bête et fait clochette. Donc dans ce cas-là, bah, vous jouez pas votre tour 4 qui a 3 de points de vie, vous jouez votre tour 3 qui a 4 points de vie, parce que ça va survivre. Mais vous voyez, ça c'est une exception, c'est en connaissant ce que je veux faire l'adversaire, c'est pas... c'est en général, ce sera moins bien. C'est juste que dans certaines situations, il faut quand même prendre ça en compte. Attention, il est parfois important de conserver une carte en particulier dans certains matchs. Typiquement, quand vous jouez contre Ruby Améthyste, c'est des games qui vont certainement durer plus longtemps parce que lui, il a beaucoup de trucs pour gérer ce que vous faites. Donc typiquement, si vous avez des cartes qui piochent, c'est important de les garder parce que cette carte-là se transforme en 2 cartes. Et 2 cartes, bah, il n'aime pas l'adversaire parce que lui-même, il peut s'épuiser. Donc ça, c'est des cartes qu'on va pas garder, enfin qu'on va pas ancrer, pardon, qu'on va essayer de garder pour battre l'adversaire. A contrario, vous jouez contre un deck Amber Steel, donc Embrassier, qui lui a des sorts comme ce rêve bleu qui vont vous faire défausser votre main, piocher cette carte. Vous gardez pas des cartes dans votre main, vous voulez tout jouer le plus vite possible pour que quand il va jouer ce rêve bleu, bah, vous utilisez, enfin vous piochez plein de cartes. Parce que si vous avez des cartes en main, si vous en avez 3, certes vous piochez 7, mais en fait comme vous aviez 3, vous avez pioché que plus 4. Alors que si vous avez plus de cartes en main, bah vous avez pioché plus 7 et du coup, il y a plus de value, c'est pas mal. Donc voilà, ça typiquement le sort de pioche, il va être très bien contre certains qu'on va garder, beaucoup moins bien contre d'autres qu'on va ancrer, on va mulliganer. Le ratio d'encre, qu'est-ce que c'est? C'est la part en fait au moment où vous faites du deck building, donc où vous créez votre deck, entre le nombre de cartes que vous avez qui s'ancrent et le nombre de cartes non ancrables. Une carte non ancrable, petit rappel, c'est une carte qui sera forcément jouée. On peut faire que 2 choses avec les cartes dans l'Orcana actuellement, les jouer, les ancrer, et les cartes non ancrables, on peut pas les ancrer, donc forcément, c'est une carte qui sera jouée. Du moins pour l'instant. Il y a des petits effets qui pourraient permettre, ou par-ci par-là, qui vous font, entre guillemets, recycler une carte de votre main, mais prenez pas ça en compte. Actuellement, dans l'Orcana, une carte non ancrable, on la joue. Donc, en partant de ce principe-là, vous allez choisir des cartes forcément non ancrables que vous avez envie de jouer dans toutes les situations. Une carte super forte dans une situation, mais nulle dans les autres, c'est nul. Si jamais on ne peut pas l'ancrer, c'est nul. Donc on évite à tout prix de jouer ça. Alors, vous faites ça si vous voulez, si vous jouez tout le temps contre la même personne et que cette carte-là, ça l'enquiquine très fortement, mais sinon, vous ne le faites pas si vous voulez faire un tournoi. Combien de cartes non ancrables? On vise entre 13 et 15 cartes non ancrables dans un deck, très rarement plus. Attention, il y a des gens qui vont au-delà. Alors techniquement, c'est possible, hein, mais il faut éviter un maximum. Il faut plutôt jouer entre 13 et 15 cartes non ancrables, voire moins. Rien n'interdit d'en jouer moins, évidemment, mais si vous en jouez moins par votre propre décision, vos propres convictions, sachez que vous passez à côté de quelque chose potentiellement, parce que gardez l'esprit que ne pas s'ancrer est un défaut de la carte. Si une carte ne s'ancre pas, c'est quelque chose qui est moins bien par rapport aux autres. Donc ça veut dire que la carte est souvent plus puissante ou alors qu'elle a un effet unique par rapport au coup d'encre qu'elle a. Typiquement, je prends un exemple de carte qui n'existe pas, mais si pour 5 on détruit une créature, dans ce cas-là, la version non ancrable, elle coûtera 4. Parce que elle coûte moins cher, mais elle ne s'ancre pas. Bon, là, actuellement, pour 5, on détruit une créature de façon non ancrable. Donc la même carte, mais qui pourrait s'ancrer, elle coûterait 6 ou 7, ou alors elle aurait des conditions pour détruire une créature. Donc c'est typiquement le genre de réflexion autour des cartes ancrables et non ancrables que vous pouvez avoir. Et le ratio, du coup, entre 13 et 15, ça permet d'avoir une carte sur 4 non ancrables. Donc, quand vous piochez, quand vous n'avez plus trop de cartes en main, vous savez que
3 cartes sur 4 que vous allez piocher en moyenne doivent être ancrables. Donc ça va vous permettre soit de l'ancrer parce que c'est une carte de début de partie, c'est nul, et ça nous permet de caster, de lancer nos plus gros sorts, soit c'est une carte non ancrable, et dans ce cas-là c'est une carte un petit peu plus puissante, généralement un effet un peu plus unique, qui est assez fort. Ce ratio-là, vous le retrouvez dans énormément de decks, et les decks qui dépassent ça, généralement ils dépassent les 60 cartes, et s'il vous plaît, évitez de jouer plus de 60 cartes dans vos decks. Si jamais vous jouez plus de 60 cartes, il faut avoir une raison. Et une raison comme j'aime bien avoir plein de cartes dans mon deck, je veux jouer à tout prix toutes ces cartes-là, donc ça dépasse 60, c'est pas une bonne raison. Une bonne raison, c'est par exemple, je joue beaucoup contre des rubis améthystes, les parties sont longues et du coup on arrive jusqu'à la meule, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartes dans nos decks. Du coup, si moi j'ai un peu plus de cartes dans mon deck, ça améliore mon match contre rubis améthyste. Même si du coup, en ayant plus de cartes, ça dilue mes chances de piocher mes bonnes cartes quand les autres match-up, mais c'est quelque chose que j'accepte. Ça, c'est une bonne raison. Si jamais c'est juste, j'ai envie d'en jouer plus, j'en joue 61 pour le kiff, ça amenuise vos chances, certes très peu, mais ça amenuise vos chances de piocher les cartes que vous avez besoin au bon moment, donc on évite de faire ça. Mais quand vous voyez des gens qui jouent plus de 15 non ancrables, généralement c'est des decks qui jouent un peu plus que 60, genre 62, 63, 64 cartes, des fois dans certains decks, notamment beaucoup de rubis améthystes, on fait ça, sinon on évite. Dernière partie de la vidéo, quand s'arrêter d'ancrer, vous allez dire ça tombe un petit peu sous le sens, quand on n'a plus trop de cartes en main, quand on a assez d'encre, on arrête d'ancrer, mais je voulais encadrer un petit peu ça avec des exemples, histoire que ce soit très clair. Donc tout dépend du deck que vous jouez, évidemment. Un deck qui va jouer peu de cartes par tour, il va s'arrêter généralement au coût d'encre le plus élevé de son deck. Le coût d'encre le plus élevé de mon deck Émeraude Améthyste, que j'ai pas mal joué, c'est 6. Donc quand j'ai 6 encres, je considère que je n'ai plus besoin d'ancrer, puisque toutes les cartes que je vais piocher, je peux les jouer. Après ça dépend de la situation, etc. Mais en général, si j'ai 6 encres, je peux pas piocher une carte et me dire ah mince, je peux pas la jouer, et du coup je l'encre, comme ça je pourrais jouer la prochaine. Si j'ai 6 encres, je peux tout jouer. Un deck comme Rubis Améthyste Contrôle, il voudra ancrer énormément. Pourquoi? Parce qu'il possède des cartes chères, donc des cartes qui valent 8, notamment, peut-être même des cartes qui valent 9, même avec le dragon, avec Maléfique, et il veut pouvoir faire quelque chose, il veut pouvoir piocher, donc utiliser par exemple mes amis de l'au-delà pour 3, il pioche 2 cartes, plus jouer une carte ou 2, suivant ce qu'il joue dans le même tour, ou activer un objet, comme le bouclier. Et du coup, activer l'objet, piocher et jouer la carte, ça coûte beaucoup d'encre, donc il a envie de beaucoup ancrer naturellement pour faire plusieurs sorts dans le même tour, et juste jouer ces énormes cartes. Un deck comme Embrassier, qui est énormément joué, qui est actuellement le meilleur deck sans la prochaine extension, suivant quand vous regardez cette vidéo évidemment, il voudra aussi beaucoup jouer de cartes par tour, mais ces chansons l'aident à ne pas payer le coût de ses cartes, en tout cas le coût de ses chansons, tout en jouant plusieurs cartes, et en plus il a beaucoup de cartes qui valent moins de 4. Donc s'il a 6 d'encre par exemple, c'est très facile pour lui de jouer 2, 3, 4 sorts, et de faire plein de value du coup, en piochant des cartes avec son Stitch, en shiftant du coup et en payant moins cher que le coût de ses cartes. Donc lui c'est un deck qui n'a pas besoin de beaucoup ancrer. Et en même temps, vu qu'il pioche beaucoup, il a quand même envie d'ancrer à tous les tours parce que c'est un peu gratuit. Si jamais vous n'ancrez pas un tour alors que vous avez plein de cartes en main, c'est des sorts en moins que vous allez lancer après. C'est pas des sorts en plus. Vous dites j'ai plein de cartes en main, donc ces cartes-là, si j'ancre plus, je vais tous les jouer. Oui, mais la partie elle sera sûrement finie avant que vous ayez le temps de tout jouer. Et du coup, si vous débloquez plus d'encre à chaque tour, ça vous permet de jouer plus de sorts à chaque tour, et donc de pouvoir continuer à prendre l'avantage, etc. Si votre adversaire reste bloqué en encre, il joue que la carte du dessus de ton deck, alors que vous, ou même pas forcément que la carte du dessus de ton deck, mais juste il a plein de cartes en main, vous aussi, il a que 6 d'encre, vous en avez 10, vous pouvez facilement jouer 2 sorts par tour, voire 3, lui il peut jouer que 1, voire 2 sorts par tour, mais qui sont moins forts, et du coup vous allez naturellement prendre l'avantage. En ne jouant que des créatures sans aucun texte, juste cette règle-là vous fait gagner. Et après, vous appliquez le texte des cartes, vous imaginez tout ce qui peut se passer, etc. Donc voilà, quand s'arrêter d'ancrer, ça dépend de votre deck. En général, quand vous voulez que la partie dure pas très longtemps, vous allez vous arrêter d'ancrer dès que vous avez atteint votre coût maximum en fonction des cartes que vous jouez. Si par contre vous voulez que la partie dure, ou alors que vous piochez énormément de cartes, vous allez jouer beaucoup, enfin vous allez ancrer vraiment tous les tours jusqu'à quasiment la fin de la partie, où là, quand vous sentez que c'est la fin, que les deux joueurs sont à 15 de l'or, 16 de l'or, là on commence à plus vraiment ancrer et à vraiment vouloir utiliser nos cartes un maximum.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, dites-moi si vous pensez que j'ai pas été assez clair, si vous voulez un approfondissement d'une telle ou telle mécanique, si vous voulez un tuto sur autre chose d'ailleurs, on va en faire régulièrement avec Val des tutos, mais si jamais il y a quelque chose que vous voulez voir en priorité, je sais que le deck building nous a beaucoup été demandé, je pense que c'est quelque chose qui va arriver avec la prochaine extension, on fera un petit tuto deck building, savoir comment faire un deck de façon basique, et vous pourrez vous débrouiller avec ça, déjà pour créer vos premiers decks vous-même et que ça marche. Donc ça c'est dans les tuyaux, mais si vous avez d'autres idées, d'autres envies, mettez-le en commentaire. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.